Le point complet de l'actualité à toutes et à tous. Bonsoir, bienvenue. Les grandes articulations. À Kaloum, visite de la cité Wakf Bid Guinée, véritable pôle économique et social. Le gouverneur pays de l'institution, le ministre Ismaël Nabé et ses homologues découvrent ses infrastructures multifonctionnelles. En province, le séjour se prolonge pour l'administrateur des grands projets. Les travaux en cours de réalisation sont évalués, les difficultés également identifiées. À la suite de ce constat, prendre des décisions idoines. CHU Donka, vers l'installation de l'unité de l'urologie. Récemment, des patients ont été pris en charge avec succès, fruit du partenariat entre les spécialistes d'Ignasdine et médecins américains, anglais et sénégalais. La technique utilisée est nouvelle, à savoir dans ce journal. À Kaloum, visite de la cité Wakf Bid Guinée, véritable pôle économique et social. Je vous le disais à l'instant, le gouverneur pays de l'institution, le ministre Ismaël Nabé et ses homologues découvrent ces infrastructures multifonctionnelles. Il est essentiellement question de s'assurer de l'évolution du chantier. Tabansila. En compagnie du ministre de l'économie et des finances, du ministre directeur de cabinet à la primature, du gouverneur de la Banque centrale, le ministre du plan et de la coopération internationale, gouverneur pays de la BID, visite à nouveau la cité Wakf Bid Guinée. Après un tour au parking souterrain prévu pour plus de 300 véhicules et le hall qui abrite la première phase du projet, Ismaël Nabé remercie ses prédécesseurs et le partenaire d'appui pour la réalisation de ces édifices. On est vraiment enchanté pour voir l'évolution vraiment importante de ce qui est en fait pour la première phase. C'est un projet prioritaire pour la BID et qui rentre direct dans le développement socio-économique durable et responsable de la vision du chef de l'État, Simandou 2040. Le pilier 3 qui est infrastructure, en prenant le WACF en général, tous les 5 piliers de Simandou 2040 sont concernés. Donc pour nous, la BID, c'est l'un des partenaires privilégiés à la Guinée, dont le portefeuille s'avoisine de plus de 1 milliard. C'est vous montrer une fois encore notre engouement et les instructions fermes du chef de l'État ont été données, le général Mamadi Doumbouya, mais aussi le chef de gouvernement pour que l'infrastructure soit vraiment une priorité du gouvernement. La cité Wakf Bid Guinée est un projet conjointement financé par la Guinée et la BID qui vise la construction d'un complexe immobilier de 53 000 m² dans la commune de Kaloum. Pour ce que j'ai vu cet après-midi, je passe de tout commentaire. Tous mes encouragements à tous les acteurs impliqués pour la remise de la première phase du projet, mais aussi les meilleurs efforts pour la seconde phase. La fin de la première phase, initialement prévue le 30 juin 2023, a été prorogée au 31 mars 2025 et celle de la deuxième phase est prévue au 31 décembre de la même année. À date, le taux d'exécution physique de la première phase est de 98% et celui de la deuxième phase est de 45%. Bonne gouvernance. Les activités de l'Institut guinéen des administrateurs est officiellement lancée. Plusieurs panels sont animés par d'éminents cadres guinéens et étrangers. Les administrateurs et les responsables des entreprises sont la cible et c'est pour les aider à améliorer leurs interventions. Ousmane Ba. La gouvernance comme levier de transformation économique en Guinée. Enjeux, perspectives et rôle des administrateurs. C'est le thème de cette cérémonie de lancement officiel des activités de l'Institut guinéen des administrateurs IGA. Un outil pour rehausser le niveau des administrateurs, chefs d'entreprise et de banque dans l'accomplissement de leurs différentes tâches. Cadre de partage de connaissances et de renforcement des capacités des managers et administrateurs que nous sommes en train de mettre en place à travers cet institut sera un phare d'excellence en matière de formation, d'éthique et de responsabilité. Il va offrir aux administrateurs les outils nécessaires pour progresser dans un environnement en constante évolution où la transparence. Les conseils d'administration, il faut qu'ils soient capables de prendre les bonnes décisions qui peuvent impacter positivement le développement d'une entreprise, mais surtout d'un pays. Donc c'est dans ce sens que nous mettons cet institut en place pour encourager ces administrateurs qui ne sont pas formés. Nous leur appelons de venir s'associer à l'IGA. La cérémonie est marquée par l'animation de plusieurs panels assurés par des cadres guinéens et d'éminents professeurs venant de la Tunisie et de l'Université de Sorbonne.
Des débats qui font ressortir des bonnes pratiques nécessaires à la réalisation des grands projets. La Guinée, sur le plan économique, se porte globalement plutôt bien quand je regarde les chiffres. Mais c'est important d'améliorer la qualité de ce qu'on appelle la gouvernance des entreprises, que ce soit le secteur public ou le secteur privé, que ce soit les banques ou des entreprises industrielles ou du commerce, tout secteur. Et aujourd'hui, la Guinée, pour pouvoir aller vers un développement durable, il faut qu'elle puisse donc adopter au niveau de ses entreprises, au niveau de ses banques, de ses entreprises financières, de ses entreprises économiques, industrielles, des règles de gouvernance. Des programmes de certification existent déjà dans l'Institut guinéen des administrateurs. Des programmes valables pour les banques, entreprises et sociétés du secteur public et privé. Secteur énergétique, début d'une série de renforcements de capacités. Première phase, les agents techniques de l'électricité de Guinée. Au centre des débats, l'habilitation électrique. 2 semaines sont retenues. Une synergie entre EDG et Kawa Group Énergie. Falilou Diallo et Jean Dunamou. Renforcer les capacités techniques et opérationnelles des acteurs du secteur énergétique en Guinée, le groupe Kawa entend relever ce défi, d'où la mise en œuvre de ce processus sur l'habilitation électrique des techniciens de la Société Électricité de Guinée. La formation concerne les équipes techniques. Donc, dans un premier temps, on a commencé avec les équipes de la distribution qui interviennent sur les équipements. Donc, ils sont tous là aujourd'hui. On va essayer de renforcer leurs capacités afin de limiter les risques d'accident lors de leurs travaux sur le terrain. Nous nous assurons de la qualité de ce qui va être donné. C'est pour cela qu'il y a eu beaucoup d'entretiens entre nous, le formateur, et aussi les équipes techniques de EDG qui sont très pointues par rapport à ce qui va être donné ici par le formateur et aux résultats attendus. Les différents acteurs sont ainsi interpellés pour une bonne gestion du courant électrique. Des mesures sont annoncées pour maîtriser la fourniture. Près de 3 000 milliards de francs guinéens sont investis dans l'achat de l'énergie en Guinée. Pour arriver à la qualité, il faut avoir du personnel qualifié. Et pour avoir le personnel qualifié, il faut assurer leur formation. C'est ce que nous sommes en train de faire pour éviter des accidents, pour sauvegarder nos ouvrages électriques. C'est un élément qui est important, même au-delà de EDG et même à nos propres familles et à d'autres familles, tous ceux qui vont entendre, c'est important. Les différentes méthodes liées à l'habilitation électrique seront enseignées pour limiter les conflits et les risques au niveau des différentes plateformes électriques. Par ailleurs, transport inter-État. Des pays sans littoral sont concernés. Une consultation nationale est engagée. Elle regroupe les acteurs de la chaîne logistique. Il s'agit de définir les problèmes qui affectent ce domaine. Résultat attendu, favoriser le trafic pour plus d'échanges commerciaux. Abraham Christophe Kanté. Les pays sans littoral font face à des défis majeurs en matière de commerce international en raison de leur dépendance aux infrastructures de transit des pays voisins. Cette rencontre porte donc sur le commerce de transit des pays sans littoral. Elle est organisée par la Direction générale du Conseil guinéen des chargeurs. L'idée est d'identifier les contraintes, proposer des solutions. Cet atelier m'offre l'occasion de vous réaffirmer l'engagement et la détermination du Conseil guinéen des chargeurs à poursuivre sa mission d'assistance, de défense et de représentation des intérêts des opérateurs économiques sur toute la chaîne logistique de transport et de commerce en vue de promouvoir le transit international par la République de Guinée. Le comité de facilitation existe parce que vous existez. Parce que à chaque fois que les problèmes se sont posés, nous avons pris soin de saisir directement les différents points focaux au sein de cette structure. Ces journées de consultation nationale permettront de faire le diagnostic des conditions de passage portuaire des marchandises et des corridors routiers inter-États. Nous sommes membres déjà de ce comité. Nous essayons d'apporter toute notre contribution nécessaire et technique pour pouvoir accompagner ce comité à remplir sa mission. Les efforts qui sont entrepris en Guinée, c'est au nom de nous
tous. Ils ont une part pour une pleine participation sociale et pouvoir bénéficier de l'ensemble de ces efforts de façon optimale, au même titre que la République de Guinée, dans un partenariat gagnant-gagnant. Cette rencontre servira de plateforme d'échange pour favoriser un commerce de transit plus fluide et compétitif, contribuant ainsi au développement économique des pays sans littoral. Tourné à l'intérieur du pays, le séjour se prolonge pour l'administrateur des grands projets. Les travaux en cours de réalisation sont évalués, les difficultés sans doute identifiées. À la suite de ce constat, prendre des décisions idoines pour l'accélération des travaux. Aboubakar Junior Kamara. La mission de l'administrateur général des grands projets est arrivée dans la région de l'Abbé. De l'aéroport régional à l'université de l'Abbé, de la mosquée centrale et le centre régional de l'artisanat et le pont de 20 mètres linéaires sur la route d'Ara, la voirie de Tougué et de Koubia, tout a été visité par la mission afin d'examiner leur niveau d'avancement. La recommandation, c'est la vision aujourd'hui du président de la République qui est celle de faire les travaux de qualité et dans le respect des engagements contractuels, notamment le respect de la triptyque coût-qualité délai aussi. Donc nous veillons à ce que cela soit appliqué et c'est le message-là que nous passons aujourd'hui aux entreprises sur le terrain, tout en disant que nous sommes leurs partenaires et on est là effectivement pour s'assurer que tous les goulots d'étranglement qui existent, que ce soit techniques ou administratifs, puissent être levés afin d'achever ces infrastructures que nous disons majeures et qui pourront aujourd'hui venir améliorer le bien-être de nos populations. Les voiries de Tougué et Koubia font partie des projets de l'initiative présidentielle sur la construction et le bitumage des 11 villes intérieures du pays. Nous remercions son Excellence le général président Mamadi Doumbouya et tout son gouvernement pour tout ce qui est en train de se réaliser à Koubia. Koubia n'avait jamais connu de bitume, Koubia n'avait jamais connu d'électricité, Koubia avait manque d'infrastructures scolaires, avait manque d'infrastructures sanitaires. Il faut reconnaître que beaucoup d'efforts ont été fournis et aujourd'hui les populations de Koubia sont satisfaites. Aujourd'hui, on constate que les ouvrages sont réalisés avec ces taux de 96% avec une satisfaction plus ou moins bonne. Il y a assez de temps et le délai, dans les meilleurs délais, ils pourront livrer cet ouvrage avec un accompagnement nécessaire de meilleurs d'ouvrage en termes de financement du projet. Les entreprises, quant à elles, sont sommées de respecter les clauses du contrat pour l'intérêt supérieur de la nation. La résiliation des contrats qui ne respectent pas les normes est aussi envisagée. Mamou, enseignement technique et professionnel, poursuite de la mise à niveau des formateurs, un programme qui touche directement des enseignants, des animateurs en environnement et des météorologues. Les exigences de métier sont rappelées. Mamadou Patebalde, correspondance. Dans les institutions relevant de la Direction nationale de la formation et du perfectionnement du personnel enseignant, la plupart des formateurs sont nouveaux par endroit et manquent de b.a.-ba dans la formation professionnelle adéquate. À moment des enseignants et des animateurs en environnement et en météorologie bénéficient d'une formation des formateurs sur une remise à niveau. La vision, elle est claire, c'est comment faire en sorte que, n'est-ce pas, les ressources humaines en termes de corps enseignants, n'est-ce pas, soient disponibles pour la qualification du système global de l'enseignement-apprentissage en Guinée. Venus des centres d'éducation en environnement et au développement, des écoles nationales d'éducation physique et des sports et des ENI, ils auront 6 jours pour être largement outillés sur de nouvelles connaissances en vue de répondre aux nouvelles exigences du métier. La vision Simandou 2040 du ministère de l'Enseignement technique de formation professionnelle et emploi, c'est de bâtir un système d'enseignement technique de formation professionnelle performant et adapté aux besoins du marché de l'emploi, en garantissant des formations de qualité, diversifiées et alignées avec les exigences économiques locales et régionales. J'espère les activités planifiées permettront de vous galvaniser davantage grâce aux nouvelles compétences et je souhaite que vous puissiez les appliquer immédiatement dans l'exercice de vos fonctions de formateurs, de maîtres de nos écoles. Durant les travaux, les participants seront amenés à construire des épreuves d'évaluation dans les didactiques, élaborer des fiches pédagogiques selon l'approche par compétences et l'approche innovante.
Une façon de capitaliser les bonnes pratiques du métier d'enseignant en Guinée. C'est officiel. La plateforme unique de documentation, cet outil numérique contient 2 millions de ressources documentaires. L'accès est gratuit via Parcoursup. Le département de l'enseignement supérieur souhaite faciliter la recherche de la connaissance. Mounir Bari, Morlaï Souma. Parmi les réformes engagées par le ministère en charge de l'enseignement supérieur, figure désormais la plateforme unique de documentation. À travers cette rencontre, cet espace de recherche et d'apprentissage ou encore des collaborations académiques et scientifiques est disponible aux étudiants et aux enseignants-chercheurs du pays. Plus de 2 millions de ressources documentaires, y compris les plus grandes bibliothèques du monde, se trouvent dorénavant sur la plateforme Parcoursup. Et le président de la République nous a donc instruit de faire tout pour que les étudiants puissent avoir accès à de la documentation, à un savoir, à des documents dans leur téléphone, dans leurs ordinateurs et dans leurs tablettes. C'est ce que nous avons lancé aujourd'hui, la première plateforme nationale de documentation universitaire qui donne accès à plus de 2 millions de ressources aux étudiants, aux enseignants-chercheurs et aux chercheurs, à travers des plateformes internationales de renom comme Kerninfo et ScholarVox, mais aussi à travers la production locale. La mise en place d'une plateforme émane d'une grande ambition. Elle consiste à améliorer la qualité de l'enseignement et de la formation en créant les meilleures conditions d'apprentissage, mais également encourager les travaux de recherche. Dans ce projet innovant, le département a bénéficié de l'expertise technique des partenaires et spécialistes des outils digitaux. Nous avons développé cette plateforme-là qui à la fois se connecte directement au plus grand bibliothèque du monde, mais aussi met en avant toutes vos recherches locales. Cet événement constitue l'aboutissement des travaux laborieux réalisés sous l'œil vigilant de son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation, qui a toujours fait comprendre à chacun de nous l'importance de disposer d'une documentation organisée. La plateforme unique de documentation est un lieu de rendez-vous, d'interaction. Toutes sortes de documentation comme des thèses, des articles scientifiques indexés, des rapports avec accès gratuit. Qualification toujours du système éducatif, les outils numériques sont mis à contribution. Les élèves de Dari à l'Abbé viennent d'obtenir un kit numérique. Le projet est piloté par une association locale financée par la Fondation Orange Guinée. Sarafdine Diallo, Nabilaï Kamara. Le programme École numérique a été initié depuis 2015 par la Fondation Orange Guinée. Pour l'autorité préfectorale de l'éducation de la baie, ce kit numérique est une opportunité offerte aux élèves de Ndiari d'accéder à des outils modernes d'apprentissage afin de renforcer leurs compétences et leur ouverture au monde numérique. L'école numérique, c'est une école classique comme l'école primaire de Ndiari Centre qui reçoit des kits numériques. Kits numériques qui, pour la plupart du temps, est constitué d'ordinateurs, de tablettes éducatives, d'enceintes, de serveurs. Serveur qui est l'élément principal qui contient tout le contenu éducatif qui va servir aux élèves durant toute l'année scolaire. Nous allons, durant les 3 jours qui vont suivre cette remise, procéder à une formation officiellement, à la fois des médiateurs pédagogiques qui sont constitués de quelques membres de l'association, mais aussi des enseignants de cette école primaire. Pour l'école primaire de Ndiari, le projet est porté par l'Association pour le développement intégré de Ndiari. Nous sommes là justement pour la remise officielle de ces kits-là. Il s'agit des tablettes, il s'agit entre autres des ordinateurs et beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres fournitures, en tout cas de manière scolaire qu'ils ont envoyé à ces élèves-là de la 6e année pour effectivement faciliter l'apprentissage. Je vous invite à vous s'y mettre dans le processus de formation, à être actif, à être ponctuel et à suivre avec beaucoup d'attention pour maîtriser ces outils numériques. Ils sont là pour nous aider à donner des choses actualisées, à se comporter bien et à donner des choses enviables
et aux enfants. Les bénéficiaires ont également été outillés pour leur permettre de garantir une utilisation optimale de ces outils numériques. À présent, sur ce plateau, M. Ansoumane Toumani Camara, directeur général de la DIRPA, en même temps porte-parole du ministère de la Défense nationale. Bonsoir. Bonsoir. À présent, nous vous écoutons sur ce communiqué. Communiqué. La direction de l'information et des relations publiques des armées DIRPA constate avec regret la publication par voie de presse des articles dont les contenus sont non fondés et tendant à s'aimer la confusion au sein de l'opinion publique. Ces individus, à la solde des semeurs de troupes, s'attaquent ainsi à la cohésion qui règne si heureusement au sein des forces armées guinéennes. Ils se montrent en conséquence jaloux de la bonne marche de la transition que mène avec intégrité le CNRD, à sa tête le général Mamadi Doumbouya, chef suprême des armées. Ce climat de cohésion et l'élan rassurant de la montée en puissance des forces armées guinéennes sont les résultats des énormes efforts d'investissement et de réformes institutionnelles entrepris depuis le lendemain du 5 septembre 2021. Grâce à la vision du président de la République, chef de l'État, l'armée guinéenne est aujourd'hui un modèle d'outils de défense structuré, formé et équipé, forçant l'admiration de l'opinion nationale et internationale. La vaillante armée guinéenne, forte de sa loyauté et de son intégrité, ne se laissera pas distraire dans l'accomplissement de son programme de refondation et de sa mission régalienne en tombant dans des débats infructueux. À cet effet, la DIRPA rappelle que la Guinée dispose des textes de loi qui protègent les informations liées à la défense nationale. La protection de ces informations est encadrée par les dispositions des articles 538, 539, 540, 541, 542 et 543 du Code pénal. Tout contrevenant s'expose à la rigueur de la loi. La DIRPA invite les hommes de médias à agir en toute responsabilité et dans le strict respect des lois et règlements en vigueur dans le pays. L'armée guinéenne, notre nation, notre raison d'être, Conakry, le 26 février 2025, le directeur de la DIRPA, porte-parole du ministère de la Défense nationale, Ansoumane Toumani Camara. Merci de passer sur ce plateau. Merci. Dans l'actualité, la ville de Guékédou s'apprête à connaître une transformation majeure. Une cité moderne y sera construite. Elle est destinée au logement des fonctionnaires de l'administration publique. La pose de la première pierre est effective ce mercredi même. Souleymane Camara. Sous les applaudissements des habitants et des autorités locales, le ministre de l'Urbanisation et de l'Habitat, accompagné de son homologue du secrétariat général du gouvernement, a officiellement lancé ce projet. Il s'agit de la construction de la nouvelle cité administrative de Guékédou. Les travaux vont durer près d'un an et s'inscrivent dans un vaste programme de réhabilitation et de construction des bâtiments administratifs dans le pays. C'est un sentiment de satisfaction de voir que M. le Président de la République, chef de l'État, le général d'armée Mamadi Doumbouya, depuis sa prise de pouvoir le 5 septembre 2021, il ne fait que prendre des mesures idoines dans le cadre de la satisfaction des conditions de vie et de travail, non seulement des populations, mais également les fonctionnaires de l'État. Donc voir aujourd'hui dans la préfecture de Guéguédou la pose de la première pierre relative à la reconstruction de la cité administrative, je ne peux être que satisfait et le remercier sincèrement au nom des laborieuses populations de la région administrative de Zérékoré et celle de Guéguédou. L'immersion gouvernementale qui nous a permis dans un premier temps de faire 3 régions, la forêt, la région administrative de Farana et la région administrative de Kankan. Ceci nous a permis de nous rapprocher des populations, de constater, de relever les défis et surtout de nous mettre à la tâche.
Et c'est ce qui nous a conduit à revenir ici aujourd'hui à Guékédou pour participer au lancement des travaux de cette cité administrative qui constituera un atout majeur et un incitatif pour les cadres qui bénéficieront de mutations dans les régions qui vont avoir ces cités-là. Ce projet s'inscrit dans une série d'initiatives visant à moderniser les infrastructures publiques et à améliorer les conditions de vie et de travail des fonctionnaires. Il prévoit la construction de plusieurs logements modernes équipés des dernières technologies ainsi que des infrastructures annexes comme des écoles, des centres de santé et des espaces de loisirs. Nous sommes très contents. C'est le lieu de dire à son Excellence, Monsieur le Président, merci. La dernière fois, il y a le Premier ministre, son Excellence a passé, il a dit ils vont essuyer nos larmes. On a vu qu'ils ont commencé à essuyer nos larmes. Le président Mamadi Doumbouya a pris une décision forte, celle de restaurer la grandeur de Guékédou et de lui redonner son rôle de pôle économique et stratégique. Dès les premiers jours de son mandat à la tête de notre pays, il a inscrit Guékédou parmi les priorités de son action. Il a tenu à ce que cette ville, jadis prospère, renaisse de ses cendres. C'est pourquoi, dès le lancement du programme de construction des cités administratives à l'intérieur du pays, il a personnellement insisté pour que Guékédou figure dans toute la première phase de mise en œuvre aux côtés des capitales régionales. Le mérite de ces travaux donc, que nous lançons aujourd'hui revient au chef de l'État qui en a fait une décision personnelle et un problème personnel. Le ministre Mori Kondé a également profité de sa visite pour se rendre à la Villa Sili, un site historique aujourd'hui quelque peu oublié, afin de souligner l'importance de préserver le patrimoine local tout en modernisant les infrastructures. Le ministre a rencontré le patriarche de Guékédou, une figure respectée de la communauté, pour échanger sur les attentes et les préoccupations des populations locales. Cette rencontre symbolique a permis de souligner l'importance de l'inclusion des traditions et des voix locales dans la mise en œuvre du projet. Avec ce projet de cité moderne, Guékédou se prépare à rentrer dans une nouvelle ère, un projet qui, s'il est mené à bien, pourrait devenir un modèle de développement pour toute la Guinée forestière. Sur tout autre plan, santé, CHU Donka vers l'installation de l'unité de l'urologie. Récemment, des patients ont été pris en charge avec succès, fruit du partenariat entre les spécialistes d'Ignasdin, un médecin américain, anglais et sénégalais. Tenez bien, la technique utilisée est nouvelle. Plus d'explications avec Kernos Mandialo. Avec ses blocs opératoires équipés d'appareils de pointe, le CHU Donka offre la possibilité de mener des chirurgies délicates conformément aux standards internationaux. En urologie, plus besoin d'ouvrir grandement le corps du patient pour intervenir sur l'organe. Un petit appareil introduit après une légère incision et commandé par des médecins s'attaque au mal. C'est la néphrolithotomie percutanée qu'enseignent ces spécialistes américains, britanniques et sénégalais de renommée mondiale aux médecins guinéens. Nos ambitions, c'est de maîtriser tout ce qui relève des compétences d'un neurologue moderne aujourd'hui. L'urologie actuellement, c'est l'endoscopie. Dans les pays développés, la chirurgie incisionnelle, c'est-à-dire qu'ouvrir pour opérer, ça représente peut-être 10%. Et le reste, on fait à l'intérieur avec des appareils. Nous travaillons pour aider les autres pays, particulièrement en Afrique, parce qu'il y a un grand besoin. Au-delà, c'est aussi une opportunité pour les médecins étrangers de découvrir les changements en cours au CHU Donka et ouvrir de nouveaux horizons de partenariat. Vraiment, il faut l'hôpital à un niveau international. C'est ce qu'on retrouve ailleurs. Je souhaite seulement qu'on le maintienne dans cette voie. Parce que tous les standards sont respectés. Il faut continuer dans cette lancée. L'hôpital national Donka s'inscrit bien évidemment dans le programme de Simandou 2040 et quand vous voyez la composante 5 de ce programme, c'est la santé et le bien-être.
Donc nous ne pouvons pas avoir des travailleurs de qualité s'ils ne sont pas en santé. Après cette mission, le CHU Donka envisage la création d'une unité entièrement dédiée à l'urologie pour la prise en charge des patients. Au même moment, revue des prix des médicaments. Les acteurs impliqués sont en conclave. L'objectif est clair, définir les prix des produits de santé accessibles à la population guinéenne. Ali Badara Kondé, Kerno Maroufba. C'est une autre rencontre qui regroupe l'ensemble des acteurs de la chaîne du prix du médicament et autres produits de santé. Cette assise de Kindia fait suite à celle tenue à Conakry pour harmoniser les points de vue et faciliter l'accès des populations aux médicaments. Portée par la Direction nationale de la pharmacie et du médicament, la motivation de cette rencontre de Kindia est claire. La population guinéenne a besoin d'accéder aux médicaments de qualité, mais à moindre coût. Nous sommes dans un pays où le revenu du Guinéen est très faible. Les chiffres nous disent que nous sommes à 40% de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté. Venus des départements de la santé, du budget, du commerce, des finances, ainsi que des sociétés de commercialisation et de vente de produits pharmaceutiques, ces acteurs vont durant des jours trouver des pistes et solutions pour la révision de la structure de prix des médicaments en Guinée. Essayer de travailler sur le coût du médicament. Baisser le coût du médicament équivaut à baisser le coût de la prise en charge des maladies dans notre pays. Donc, le ministre de la Santé, Dr Omar Youyeba, nous a instruit, en tant que Direction nationale de la pharmacie et du médicament, de venir réfléchir ensemble avec tous les autres acteurs impliqués dans la tarification du médicament. Donc, nous attendons qu'à l'issue des travaux, qu'une formule uniformisée, accessible, qui tiennent compte du pouvoir d'achat des Guinéens soit retenu et vulgarisé sur le terrain. Et le département de la santé va veiller à l'application stricte de cette formule de prix sur le terrain. Les résolutions issues de cette rencontre permettront à une accessibilité des produits pharmaceutiques de qualité et à moindre coût partout en Guinée. Un peu plus loin, dans les préfectures de Guékédou, Kissidougou et Massanta, c'est parti pour l'aménagement de 50 hectares de périmètre maraîcher, un projet du gouvernement guinéen avec le soutien du Fonds d'Abu Dhabi et le FIDA. Il encourage la résilience des communautés pour l'autosuffisance alimentaire. L'ancien Kamisoko est sur place. Pour contribuer à la réduction de la pauvreté en stimulant la croissance économique en région forestière, le gouvernement et ses partenaires prennent les choses au sérieux. Dans les préfectures de Guékédou, Kissidougou et Massanta, 50 hectares de périmètre maraîcher sont en cours de réalisation en faveur des groupements féminins. Ces travaux consisteront principalement à la construction des clôtures grillagées pour la protection des sites, la construction des puits maraîchers avec des buses, la construction des bassins d'accumulation d'eau avec 4 vannes d'arrêt pour faciliter l'arrosage, le récalibrage des canaux et diguettes par la méthode Hashimo, participation des producteurs. Ce coup de pouce des autorités permettra de renforcer les capacités de production de ces groupements bénéficiaires en cultivant en toute saison, ce qui devrait de facto améliorer substantiellement les revenus des populations et lutter efficacement contre la faim dans la région. Actuellement, les problèmes que nous avons, c'est le problème d'eau et le problème de divagation des animaux. Mais avec les actions du projet, notamment l'aménagement des points d'eau et des grillages pour sécuriser les sites, ça va vraiment encourager nos dames à mieux produire. Cette opportunité de diversification des activités agricoles est un regain d'espoir pour les populations rurales. Nous sommes très heureux de participer à ce lancement parce que nous savons que ça vient dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, de l'autonomisation des femmes et de l'employabilité des jeunes. En attendant la mobilisation des fonds des partenaires de mise en œuvre, ces activités de démarrage des travaux du projet d'appui au développement agricole du pôle G PADAG sont financées par le budget national de développement. Pendant ce temps, à Kindia, autonomisation des femmes, l'agriculture est privilégiée. Plusieurs groupements féminins apprennent les techniques d'étuvage du riz. C'est dans le cadre du projet Chaîne de valeur du ministère de l'Agriculture. Yaya Silla.
La riziculture est l'activité la plus répandue en Guinée. Le riz étant l'aliment de base pour la population, sa production mérite un traitement qui va déboucher à une conservation de longue durée. C'est aussi un moyen de multiplier le rendement aux producteurs. Nous allons faire une séance de formation théorique pour apprendre aux gens tous les contenus théoriques liés à la transformation, surtout l'étivage du riz, qui est un moyen très important en Guinée. Le service national de la promotion rurale et du conseil agricole a réuni les femmes leaders pour renforcer leur capacité dans la transformation du riz post-récolte. Aujourd'hui, nous sommes en train de former ces femmes dans le cadre de la transformation des produits agricoles, la transformation post-récolte. Donc le projet a également d'autres partenaires comme l'IRAG qui s'occupe de la fourniture de semences, comme l'IFDC qui s'occupe également du placement profond de l'urée, qui est une technique qui permet d'améliorer les rendements de riz et également les bonnes pratiques agricoles sur le terrain. La technique d'étuvage est enseignée à ces femmes en théorie et en pratique ici au centre de formation de Bambang. Cette technique enseignée est appelée étuvage du riz en faux fond et en faux grain. On a des marmites confectionnées à cet effet avec les plateaux perforés qu'on va mettre au fond des marmites. Après chauffage du riz, pour 72 heures, on vient maintenant à l'étivage proprement dit. La technique d'étuvage est désormais vulgarisée dans toutes les zones de production du riz. Protection de l'environnement. Il faut maintenant s'attaquer à la pollution plastique, un des fléaux du moment. Les espaces publics retiennent les attentions. Le grand marché de Matoto notamment, cet espace de négoce vient d'être débarrassé de déchets plastiques. L'opération consiste à promouvoir un cadre de vie propre. Sona Sagnou. Déterminé à promouvoir un cadre de vie sain et à protéger l'environnement de la pollution par les déchets plastiques, les membres de l'ONG Barki ont sillonné quelques artères du grand marché de Matoto pour débarrasser le marché des déchets plastiques, dans le but de les transformer pour en faire des sacs écologiques. Ce projet, il a une double victoire. Une ville propre, un enfant satisfait, c'est-à-dire c'est de lutter contre ces déchets plastiques qui sont des bio non dégradables, qui peuvent prendre plus de 100 ans sans se dégrader, et en même temps en sensibilisant les personnes dans les ménages, dans les ministères, dans les écoles publiques, dans des foyers, à collecter ces déchets plastiques et contacter l'ONG Barki pour que nous puissions récupérer ces déchets plastiques-là pour les transformer, faire des sacs écologiques dans lesquels on met des kits scolaires et médicaux et contribuer à l'éducation scolaire des orphelins chaque année. Voir une ONG qui vient s'ajouter à l'entreprise de recyclage en République de Guinée, des citoyens qui prennent leurs responsabilités, de s'impliquer dans la lutte contre la prolifération de tout ce qui est plastique. Nous, en tant qu'entreprise, nous saluons ce genre d'initiative. On ne fait qu'accompagner. Il est difficile de trouver un endroit en Guinée sans plastique jeté dans les rues, les caniveaux et sur nos plages. Accompagné d'une vingtaine de jeunes bénévoles et des partenaires, l'ONG Barki met la population au cœur de son combat. L'environnement sain, c'est la santé. La vocation est noble pour les Guinéens. Je suis à 100% avec ma fondation, dont tout ce qui est humanitaire, tout ce qui booste le pays, nous on est à fond dedans. Je suis très content de cette ONG, car les plastiques là constituent un frein à la santé de l'homme d'abord. Ce que vous êtes en train de faire. Parce que quand les plastiques là sont là, pendant la saison hivernale, les eaux de ruissellement ne passent pas. Donc il y a l'inondation. En faveur de la 10e édition de collecte des déchets plastiques, l'ONG réitère son engagement à appuyer le gouvernement dans sa lutte contre la pollution plastique en Guinée. Direction Cancan, exploitation, abus et harcèlement sexuel. Tolérance zéro désormais contre ce cocktail de phénomènes. La sensibilisation est activée, les messages tournent autour de la prévention, une assistance de l'Organisation mondiale de la santé. Jamokaba. À Cancan, l'Organisation mondiale de la santé se remobilise.
En s'inspirant des dégâts des catastrophes naturelles, l'institution onisienne dégage de nouvelles énergies de lutte contre l'exploitation, abus et harcèlement sexuel. Pendant 2 jours, nous allons passer en revue les définitions techniques des termes que nous voulons apporter, les questions de harcèlement, d'exploitation et d'abus sexuels. Nous allons aussi essayer de voir dans quelle mesure les victimes peuvent être protégées dans le processus, mais surtout quels sont les mécanismes de signalisation qui existent ou qui peuvent être mis en place. Le slogan « Pas d'excuses et la tolérance est zéro » à l'égard de l'exploitation, abus et harcèlement sexuel. Cet engagement de l'OMS témoigne de l'intérêt accordé aux victimes. Le dialogue de proximité pour un changement de comportement invite le public à se sentir concerné. C'est le début d'une nouvelle campagne de sensibilisation pour aider les populations à disposer de toutes les informations liées aux étapes de prévention. L'objectif visé, c'est de sensibiliser d'abord toutes les parties prenantes et ensuite que ces parties prenantes partent relayer l'information auprès de leur communauté, auprès de leurs collègues avec lesquels ils travaillent, et ensuite d'adopter des comportements responsables. Ce rendez-vous de Cancans autour des questions de discrimination est une synergie d'action entre l'Organisation mondiale de la santé et des structures de lutte contre ces fléaux. Même initiative, cette fois-ci en milieu scolaire. C'est une journée d'information et scientifique sur la prévention des abus sexuels. La campagne est assurée par des jeunes élèves en direction de leur père. La finalité est de se protéger contre d'éventuels fautifs. Kerno Maroufba. Les violences sexuelles en milieu scolaire enregistrées dans les écoles ces derniers temps interpellent ces élèves. Mobilisés au sein de l'ONG SOS Violences Faites aux Femmes, ils sont auprès de leur père pour une sensibilisation qui porte sur la prévention des abus sexuels en milieu scolaire. Les violences physiques et verbales, les différentes formes d'abus sexuels, les causes et la prévention sont expliquées par ces jeunes filles engagées dans le combat contre les violences basées sur l'art. Nous voulons installer les pères éducateurs dans les écoles pour que les élèves puissent être libres de s'exprimer. Parce que quand moi, je suis un père éducateur, je viens à l'école, si mon ami a confiance en moi, il voit que je peux lui comprendre, il peut facilement s'exprimer avec moi. Ce sont les messages que nous voulons faire passer aujourd'hui. Ce sont des fléaux qui se passent tout le temps dans nos vies quotidiennes. Du coup, quel qu'en soit chaque fléau de nos vies, on en parlera. À cette journée d'information, des messages clés comme « l'abus n'a pas de place dans notre éducation » ont été véhiculés par ces jeunes. Auprès de cette ONG, d'autres activistes engagés contre les VBG prêtent main forte pour contrecarrer ce fléau en milieu scolaire. Malgré leur jeune âge, déjà penser à lutter contre ce fléau est un grand courage. Donc, ceci étant, il est important de les accompagner, de les coacher pour vraiment atteindre leurs objectifs. Après cette sensibilisation dans cette école située dans la commune de Gbessia, l'ONG SOS Violences Faites aux Femmes compte s'orienter vers d'autres établissements pour le même exercice. Rencontre religieuse à l'actif des jeunes de Massanta à Conakry. C'est en réponse au gouvernement pour les travaux routiers engagés dans la préfecture. Des prières sont dites pour la prospérité. Moussa Bangoura, Ousmane Kamara. Les cérémonies de lecture du livre saint pour la paix et le vivre ensemble se multiplient un peu partout dans le pays. À la Cité de l'Air, commune urbaine de Gbessia, le Coran a été lu plusieurs fois. L'idéal est d'accompagner le président et son gouvernement dans les actions de développement de la Guinée. Elle est initiée pour les bénédictions en faveur de notre pays, pour la paix, la refondation nationale, la cohésion sociale. On compte encore initier d'autres activités à Massanta, à Conakry. La population à la base, nous sommes derrière lui et nous le soutenons dans toutes ses actions. Aujourd'hui, avec l'implication personnelle du chef de l'État, il y a les travaux de 11 km de goudron qui a commencé déjà dans la ville de Massanta. Nous pourrons que nous réjouir et dire à la jeunesse de Massanta de soutenir vaillamment le président de la République pour qu'ensemble nous puissions porter la Guinée très haut. L'initiative est de l'Association des jeunes pour le progrès accéléré de Zoyaro, préfecture de Massanta. On ne peut pas prétendre vraiment amorcer le développement à travers l'avènement de Simando s'il n'y a pas la paix et la quiétude sociale. Donc la lecture du Saint-Coran est pour nous vraiment le chemin le plus sûr. Si toutefois
notre association a envisagé d'organiser cette cérémonie pour que notre président puisse gouverner dans la paix et dans l'harmonie. Je salue cette initiative des fils dignes de Massantan qui sont en regroupement, qui ont créé une association pour le développement socio-économique de leur localité non seulement, mais aussi contribuer au développement socio-économique de notre cher pays, la Guinée. Des prières et bénédictions ont été formulées pour la réussite de la transition, le renforcement du tissu social et la prospérité de la Guinée. Parlons à présent de l'appui au développement agropastoral, première session du comité de pilotage. Le projet intègre également la digitalisation et l'accès au marché en Guinée. La BAD a mis la main à la poche. 33 millions de dollars seront investis. Une enveloppe financière destinée à la mise en œuvre des recommandations des derniers états généraux de l'agriculture et de l'élevage. Fodé Camara, spécialiste maison. À travers la première session du comité de pilotage, un plan de travail annuel budgétisé est élaboré de façon inclusive pour accélérer la mise en œuvre du projet d'appui au développement agropastoral, à la digitalisation et à l'accès au marché en Guinée. Ce projet sera mis en œuvre dans Haute-Guinée et en Guinée forestière, notamment dans les villes comme Kankan, Sigiri, Ndabola, Dingiraï et Beila et Lola pour la Guinée forestière. C'est un projet dont l'objectif est l'augmentation de la production du maïs et du soja. Le nouveau-né des projets et programmes du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage vient répondre aux recommandations des États généraux du secteur agropastoral de l'année 2024. Il vous souviendra que du 3 au 5 juillet dernier, il y a eu les États généraux de l'agriculture et de l'élevage. Donc les questions de productivité, les contraintes d'aménagement, les contraintes de gestion de l'élevage, de tout ce qui est gestion des espaces pastoraux, sont des préoccupations que les producteurs ont remontées au ministère de l'Agriculture. Donc le projet PADAMAG est une réponse directe à la mise en œuvre des recommandations des États généraux de l'Agriculture et de l'Élevage, organisé sous le leadership de M. Félix Lama, ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, une véritable réussite. D'une durée de 5 ans, le projet d'appui au développement agropastoral est financé par la Banque africaine de développement à hauteur de près de 33 millions de dollars. Principaux enjeux, accompagner les filières maïs, soja, volaille et bétail viande par le biais de 3 composantes. La première composante, c'est tout ce qui est développement des infrastructures agropastorales, donc les questions d'aménagement des terres agricoles, les questions d'aménagement des espaces pastoraux et différentes infrastructures de soutien aux activités agricoles vont être réalisées dans le cadre de cette composante. On a une deuxième composante qui est beaucoup plus sur la valorisation, le post-récolte et tout ce qui est lié à l'inclusion financière et à la digitalisation du secteur agricole. La troisième composante, c'est la composante de gestion du projet. Comme tout projet, il y a un dispositif de gestion et de suivi-évaluation pour la troisième composante. Cet instrument de développement rural prend en compte les priorités de la ruralité conformément au programme Simandou 2040. Nous restons convaincus qu'un projet comme le PADAMAG qui va s'intégrer totalement dans la vision de Simandou 2040 parce que c'est un projet qui se déroule notamment le long du corridor aussi. Donc c'est des projets pilotes qu'on va essayer de mettre en place. Avec l'arrivée de Simandou 2040, je pense que les populations de la Haute-Guinée et de la Guinée forestière parviendront vraiment à résoudre leurs problèmes d'autosuffisance alimentaire et nutritionnelle. Le ciblage du projet PADAMAG va toucher 5 000 bénéficiaires directs et plus de 40 000 bénéficiaires indirects en Haute-Guinée et en Guinée forestière. De retour à Kindia, le mouvement Mossacode rencontre ses démembrements. C'est à Frigabé précisément où les responsables du bureau communal et sous-préfectoral ont répondu à l'appel, les échanges pour s'imprégner des réalités de terrain. Kerfa la presse Camara. C'est une visite d'une grande surprise que la coordination nationale du Mossacode a rencontré les autorités communales et sous-préfectorales de Frigiagbé dans la région de Kindia. Une rencontre au cours de laquelle plusieurs points ont été abordés pour l'implantation et la validation immédiate du bureau du Mossacode
dans la localité. Aujourd'hui, nous assistons à la constitution des bureaux un peu partout à travers la Guinée. Ceci fut un succès vraiment du côté de Frigiagbé. Au nom des populations laborieuses de Frigiagbé, Frigiagbé agricole, Frigiagbé économique, Frigiagbé minière, se donner la main et renforcer les liens de fraternité pour soutenir les actions du CNRD étaient les mots d'ordre du président du Mosacode. À la rentrée, étant Kindia, colonne vertébrale de Mosacode, on ne peut pas rentrer sans rencontrer nos structures qui sont dans les sous-préfectures. Là qui a été très chaleureux, ça nous a dépassé à un titre. La seule chose que nous demandons, le bureau sous-préfectoral qui vient d'être validé, de faire tout pour installer dans les différents districts qui est de Frigiagbé. Au cours de ces échanges, les autorités de la commune rurale de Frigiagbé rassurent la coordination nationale du Mosacode pour le soutien indéfectible du général d'armée Mamadi Doumbouya dans la continuité. Soutien des initiatives présidentielles, il revient à la sous-préfecture de Norasoba, préfecture de Sigiri, de s'exprimer aussi. Une cérémonie de lecture du Saint-Coran mobilise les fils du terroir, occasion mise à profit pour évoquer les questions de développement local. Fodé Bangali Fofana. À la grande mosquée de Norasoba, hommes et femmes, jeunes et notables réunis pour lire le Saint-Coran, implorer la grâce de Dieu pour une Guinée unie et prospère. Un rituel sacré pour galvaniser les multiples efforts du gouvernement dans l'amélioration des conditions de vie des Guinéens sous le leadership du général-président Mamadi Doumbouya. Montrer au président de la République combien de fois nous sommes attachés à lui. Combien de fois il fait pour ce peuple. En tant que jeune, il est de notre devoir de lui montrer notre satisfaction. Après ce lieu de culte, nous sommes à la place publique où cette forte mobilisation des populations a été spontanée, venue de tout Kolonkala Norasoba. Preuve de l'adhésion de cette communauté aux idéaux de paix et de développement prônés par les nouvelles autorités du pays. La commune qui vous reçoit est votre village. Les populations venues nombreuses pour vous saluer dans l'ambiance de la cérémonie de lecture du Saint-Coran sont vos frères. Tout le monde est en train de comprendre aujourd'hui ce que le président de la République est en train de faire, œuvrer dans le sens de développement sur toute l'étendue du territoire. C'est ce qui nous anime aujourd'hui. On a essayé de mettre en œuvre la lecture du Saint-Coran pour implorer la grâce divine pour que vraiment le président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, puisse vraiment œuvrer dans le sens de développement. Selon les statistiques, cette sous-préfecture de Norasoba s'étend sur une superficie de 2600 km² et compte à ce jour plus de 50 600 habitants. Une sous-préfecture devenue un véritable pôle d'attraction des personnes en quête de mieux-être et les besoins en matière d'infrastructures routières deviennent de plus en plus pressants. Au même moment, à Boké, dans la sous-préfecture de Bintimodia, on s'intéresse à Martouba, un des villages religieux de la région. Sur place, et comme d'habitude, le Saint-Coran est lu à plusieurs reprises. Des bénédictions sont formulées pour les dévanciers ainsi que pour l'unité nationale. Younous Atawel Kamara. À travers cette lecture du Saint-Coran, les natifs du district de Maré, dans la préfecture de Boké, jouent leur partition pour la promotion de la quiétude sociale en Guinée. Autour du livre saint, les sages de ce district et autres religieux venus de toute la Guinée implorent la grâce divine afin qu'elle répande sa miséricorde sur la Guinée, notre dénominateur commun en cette période de transition. Le but de cette cérémonie, c'est pour tout d'abord prier pour le pays et pour l'ensemble des Guinéens, mais aussi pour nos dévanciers. C'est notre manière de contribuer à la promotion de la paix et de la quiétude sociale dans le pays. Nous sommes réunis ici à Marétouba pour faire des prières et des bénédictions pour la Guinée et pour le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, en vue d'une transition réussie. Avec cette retraite religieuse démarrée dans la sous-préfecture de Bintimodia, la paix, le vivre ensemble et le renforcement du tissu social sont largement évoqués par les sages.
Les hôtes de marque qui ont rehaussé de leur présence la cérémonie se réjouissent de cette initiative. Depuis 2022, le président de la République, Général Mamadi Doumbouya, a inscrit son action dans la réconciliation nationale. L'objectif, c'est qu'il faudrait que les Guinéens se réconcilient entre eux. Et cette réconciliation commence au sein des familles, au sein de la communauté et entre les communautés. La retraite religieuse des Marais a été une opportunité pour les filles et fils de ce district de débattre aussi de toutes les questions liées au développement socio-économique de la contrée. Le contenu de ce communiqué. L'Ordre des experts comptables et comptables agréés de la République de Guinée porte à la connaissance de tous les experts comptables et comptables agréés de Guinée de la tenue de son Assemblée générale ordinaire le vendredi 28 février 2025 à l'hôtel Noum à partir de 8h30. Ordre du jour, présentation du rapport d'activité, présentation du rapport financier, projet de budget 2025 divers. Pour le bureau, le secrétaire général.